Bienvenue à Game of Thrones Québec, le podcast sur Westeros pour ceux qui savent déjà comment ça va finir, mais qui veulent en parler quand même. Bonjour à tous, ici Sat. Aujourd'hui, on continue le review de A Knight of the Seven Kingdoms, saison 1, The Edge Knight, épisode 5. J'espère que pour vous, l'épisode a été à la hauteur de vos attentes. Je me doute bien que pour plusieurs, le montage est probablement un peu décevant. La, la scène de flashback, le gros flashback dans le fond qui occupe un solide 15-20 minutes de l'épisode, là, donc à peu près la moitié, en plein milieu de la bataille. Bon, c'est évident que autant les créateurs que les gens qui le regardent comprennent que ça fait des insatisfaits, là. Ça peut comprendre. Faut se garder en tête que déjà, dans le livre, la bataille dure 5 minutes peut-être, maximum. Ça commence, un gros clash, les cavaliers se foncent dedans, la bataille se poursuit au sol, puis comme je vous dis, 5 minutes après, c'est fini, tu sais, la bataille est terminée. C'était à se demander comment il allait faire ça, là, parce que 5 minutes, ça aurait été un petit peu décevant, probablement pour la plupart des fans. On bâtit une saison, puis le moment tant attendu se conclut en quelques minutes, ça aurait été probablement très mal reçu. Déjà, je pense qu'ils ont à peu près doublé ou voire triplé le temps de bataille en tout. Moi, je suis quand même satisfait de la bataille qu'on a vue, là, de la façon qu'ils nous l'ont montré. J'avoue être sceptique un petit peu par rapport au montage, mais le contenu du montage, par exemple, le flashback, l'histoire de Dunk, le petit aperçu qu'ils nous ont donné sur sa vie à King's Landing, c'était intéressant, c'était le fun à voir, ils ont approfondi vraiment la vie des small folk à King's Landing, là. Ils nous la montraient comme un petit peu en surface dans les autres adaptations. Puis comme on se disait dans les premiers épisodes, c'est ça qu'ils ont voulu faire aussi avec Knight of the Seven Kingdoms, là. C'est plus focusé sur le bas de l'échelle sociale. Et là, justement, dans cet épisode-là, on a plusieurs glimpses, on a plusieurs aperçus euh, rapides, mais quand même riches, qui nous montrent de quoi ça peut avoir de l'air, la vie du petit peuple, quand les grands chevaliers font leur jeu de pouvoir puis leur jeu de trône. Cet épisode-là encore, je pense que c'est à 9.9 ou 9.8 sur 10 sur IMDb, là. C'est très apprécié. C'est dans les épisodes les mieux classés de l'histoire des adaptations de l'univers de A Song of Ice and Fire. Les fans, en général, ont l'air pas mal contents, ont l'air vraiment satisfaits. Je pense que les fans plus occasionnels, les fans moins à la vie, à la mort, disons, sont un peu plus déçus de la scène de bataille. Moi, personnellement, le feedback que j'en ai, c'est que le montage, les gens n'ont pas apprécié. Couper la bataille, c'est vrai que ça coupe le momentum. Ils s'attendaient à une bataille un peu plus développée, un peu plus longue. Mais comme je vous disais juste un petit peu plus tôt dans le podcast, c'est quand même une bataille de 5 minutes dans le livre, là. C'est vraiment pas long. Fait que déjà, ils l'ont amplifié, ils ont rajouté des péripéties, si on veut. Je pense qu'ils ont bien fait ça. Je pense qu'ils ont ils ont bien servi l'histoire comme ça. Ils n'ont pas voulu trop gonfler ça, trop rajouter de flafla autour. Fait qu'ils ont fait quand même une belle job. Je suis très satisfait de l'épisode. Le titre de l'épisode, In the Name of the Mother, fait référence probablement à la maternité, au call aussi que Lionel Baratheon fait sur la mère de Baelor et Sir Arlen, qui dit en sortant, dans le fond, de l'auberge ou du bordel, là, disons, probablement un bordel, là, mais qui dit en sortant, il dit In the name of the mother, en sortant du bar pour sauver Dunk. Il y a plusieurs références à la maternité dans l'épisode, c'est probablement pourquoi ils l'ont nommé comme ça, là. Et on a le début du Trial of Seven. Je vous récapitule ça rapidement. Vous rappelez qui sont les protagonistes, qui sont les antagonistes. D'un côté, l'équipe des accusateurs, si on veut.
On a les trois Targaryen. On a Maekar Targaryen, Aerion, son fils, et on a aussi Daeron, son fils aîné. Comme on se disait à l'autre épisode avant, là, Daeron n'a vraiment pas le goût d'être là, mais bon, il est obligé un petit peu par son père. On a les trois Kingsguard, Donald, on a Willem et on a Roland. Les deux, Donald et Roland, on les a vus dans l'épisode 2. On les a aperçus rapidement. On a vu que Donald était quand même sympathique. Il avait pas de l'air méchant. C'est le fils du Crabber. Et Roland, on a vu qu'il était très inquiet d'avoir accès à des toilettes respectables dans Ashford, ce qui n'était pas donné. Et finalement, on a Stephen Fossoway, le rat, le traître qui a trahi donc à l'épisode d'avant, qui a vendu l'honneur de son titre de chevalier pour un lordship. De l'autre côté, on a Duncan, Sir Duncan, qui est l'accusé, qui est celui qui doit se défendre. Son ami depuis le premier épisode, Lionel Baratheon, son ami, mais plus vrai ami finalement, là, Raymond Fossoway. Lionel, on s'entend, il est comme plus un ami de circonstance, là, un ami de beuverie. Euh, une bonne connaissance, on peut dire. Alors que Raymond, vraiment, il fait le geste noble et très honorable de se battre pour Dunk en sachant très bien qu'il n'y a peut-être pas les qualifications requises. Il n'y a peut-être pas l'expérience qui serait nécessaire pour se battre dans cet événement-là. Mais bon, même s'il n'a pas la bonne armure, même s'il est chevalier depuis 2 minutes, il a décidé de se battre pour son ami Dunk. Avec eux, on a les deux Humphrey qui se sont joints à Dunk parce que Humphrey Harding veut prendre sa revanche, si on veut, contre Aerion Targaryen. On se souvient que Aerion a tué son cheval de façon très honorable pendant le tournoi. Ça a brisé la jambe de Humphrey, ça lui l'a empêché de continuer le tournoi, donc il veut se venger. Et avec lui, son beau-frère, Humphrey Beesbury, qui, de toute évidence, se teint la moustache en jaune. Pourquoi, ça, c'est pas clair. C'est pour faire un clin d'œil à l'abeille, peut-être? Ça, c'est pas certain. On a Robin Risling de Maddest Night in the Kingdom qui veut se battre parce que pour lui, selon lui, c'est ça que les dieux ils voudraient. Les Targaryens se conduisent de façon déshonorable, puis lui a décidé qu'il se battrait du côté du bien. Et finalement, Baelor Targaryen, le dernier, mais absolument pas le moindre, qui s'est joint à Dunk dans un geste d'éclat très épique, légendaire, très noble à la fin du dernier épisode qui vous a, j'espère, donné autant d'émotions et de frissons qu'à moi. Baylor s'est joint à Dunk parce que c'est la chose à faire. Comme il dit, Dunk protected the innocent as all knights should. Baylor s'est joint à la cause et il est un ajout quand même important, là. Baylor, en théorie, dans les romans, dans le lore à ce moment-là, c'est le chevalier le plus compétent, probablement. Dans la série, c'est pas clair, là. Ses prouesses guerrières sont pas très développées. On n'a pas trop l'impression que c'est un guerrier redoutable, mais il est supposé être assez impressionnant dans l'histoire, selon le livre. L'épisode commence un petit peu comme la veut la nouvelle tradition maintenant, avec une scène un peu visuellement discutable, c'est-à-dire nos deux nouveaux héros, Dunk et Raymond, vomissent dû au stress au partant, là. C'est pas trop long qu'ils viennent juste de réaliser que ça s'en venait. Baylor fait son petit pep talk, qui commence à les motiver, puis déjà direct les deux se mettent à vomir. Ce que Sir Humphrey Harding a l'air de trouver très drôle, d'ailleurs, là. C'est sûr que c'est vrai que les deux, Dunk et Raymond, sont des Green Boys, dans le sens que sont pas très expérimentés. Lui, il a l'air de trouver ça bien drôle. Il a pas l'air stressé du tout parce qu'il s'en vient. Ce qui est un petit peu ironique parce que finalement, il meurt assez rapidement, hein, comme on voit, comme on entend Raymond le résumer à la fin, là. Hem, Baylor, le prince, fait un petit, comme je vous dis, un petit pep talk. Il est en train de motiver les troupes, en train d'exposer son plan. En gros, le plan est pas aussi, impressionnant que ça, là. C'est, faites attention, tombez pas en bas de votre cheval. Le plus longtemps que vous êtes dessus, le mieux c'est. Heu, soyez prudents, ils vont vous tuer. Ils veulent vous tuer. Ce à quoi on dirait que
Beesbury s'attendait pas. Je comprends pas la phrase de Beesbury. En gros, là, c'est un petit peu spécial. Humphrey Beesbury il dit What of the King's Guard dans le sens qu'est-ce qu'on fait avec les King's Guard? C'est comme si Baylor devait avoir une réponse pour ça. Je me souviens plus comment c'est amené dans le livre. Mais en gros, Baylor est comme non, 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 pas de stress pour ça, je m'en occupe des King's Guard, ils peuvent pas me faire mal de toute façon. Ce qui est un plan discutable aussi, là, c'est quoi le plan? Que Baylor s'occupe à lui tout seul des trois Kingsguard, qu'il soit capable de garder l'aggro, que les trois Kingsguard vont juste attaquer Baylor sans vouloir le blesser ou que Baylor va les empêcher d'aller se battre contre les autres. Ce qui est pas clair. En gros, Baylor, il les rassure, il dit non, non, je vais m'en occuper. Puis, autre truc assez ironique, c'est que Beesbury aussi meurt en partant, tué par un Kingsguard. Donc, bon, tout ça pour ce plan-là, là, ça vaut ce que ça vaut finalement. Lionel Baratheon a un petit commentaire spécial aussi au début à propos de la mère de Baelor. Il lui demande quelque chose dans le genre étais-tu l'enfant préféré de ta mère? Justement parce que les enfants qui sont négligés, on dirait, les enfants qui ont des problèmes avec leur mère se battraient plus férocement. Dans l'histoire, Baelor est l'enfant prodige de la famille, tu sais. Fait que tout, tout le monde aime l'enfant qui est bon dans tout, là. On pourrait déduire que probablement que sa mère y était le chouchou. Mécor est peut-être donc négligé. Sa mère, à ce moment-là, vu que c'est le quatrième, puis que, si je me trompe pas, elle est morte en accouchant d'un autre enfant qui est mort à naissance. Je me souviens plus trop, mais en gros, Mécor a probablement plus de problèmes maternels que Baylor, si on veut. Ce qui fait peut-être en sorte qu'il y a du ressentiment, il y a une jalousie, probablement une haine refoulée envers son frère aîné, son frère parfait. Dans l'histoire, ils s'entendent bien les deux, là. Ils font la guerre ensemble. Ben, ensemble, dans le sens, ils font la guerre ensemble contre les Blackfire. Il a toujours été là pour son frère Baylor, mais en même temps, probablement que le petit frère en a souvent voulu à Baylor, là. Probablement qu'il en veut à son grand frère. Peut-être qu'il s'est jamais avoué à lui-même vouloir le tuer, ou qu'il y a peut-être des désirs refoulés de remplacer son grand frère, ce qui est ironiquement ce qui va finir par arriver à la fin de l'épisode, là. Mais il n'y a rien qui pousse vraiment à penser que que Maekar, excusez, a voulu tuer Baylor, là. C'est vraiment pas amené comme ça, mais c'est comme ça que ça finit, tu sais. Petite filière du Septon, qui est très jeune d'ailleurs, là. C'est comme le curé de Ashford, si on veut, probablement. Qui en gros dit aux dieux, aux Seven Gods, de regarder le trial, le jugement, et de passer leur verdict. La nouvelle religion des Seven regarde toujours les Old Gods, le Drowned Gods, si on veut, de haut un petit peu, là, comme si eux, ils étaient supérieurs, comme si les Old Gods étaient inférieurs aux barbares, à cause des sacrifices humains, puis tout le délire qui a été quand même abandonné, mais qui venait avec ça au début. Alors que quand on regarde ça comme ça, un trial by combat, c'est assez primitif aussi, là. On s'entend qu'il n'y a pas grand-chose d'évoluer là-dedans, là, puis il n'y a pas grand-chose de si logique que ça non plus, là, surtout que tu peux nommer un champion pour se battre à ta place. Fait qu'on a le meilleur exemple de ça dans Game of Thrones, là, Cersei, elle peut accuser quelqu'un de n'importe quoi, nommer Sir Gregor Clegane comme son champion, qui est un mastodonte, là, qui est un monstre de combattant. Puis si la personne est un petit sir, un petit pauvre, qui est pas capable de nommer quelqu'un comme Oberyn Martell ou quelqu'un de grandiose pour se battre à ses côtés, ben il est comme condamné coupable en partant, là. Donc c'est assez bas dans l'évolution comme façon de régler des différends, là. On va pas se compter d'histoire, là. Et enfin, voilà, ça commence. On voit Dong se battre. Dans le show, on comprend que c'est sa première fois. Tu sais, il a l'air vraiment stressé, il a de l'air à pas trop savoir où est-ce qu'il s'en va, comment ça va se passer. Dans le livre, c'est pas aussi clair que ça. C'est sous-entendu qu'il a participé à des batailles, tu sais, entre autres celle du Vulture King. Mais on voit qu'à l'épée, ben, il est pas tant bon, là. Ça y va pas son affaire, là. Il est pas habile.
Mais une fois rendu au sol, sans armes, là, c'est autre chose, tu sais. Il a passé sa jeunesse à s'entraîner, à se battre en street fight, si on veut, là. Euh, il a de l'air à savoir comment faire rendu à terre, down in the mud. Mais lui, contrairement au Lord, tu sais, il a pas passé toute sa vie à s'entraîner avec un Master of Arms. Tu sais, il a pas passé sa vie à s'entraîner avec des professeurs, avec des maîtres d'armes. Lui, il passait sa jeunesse à se battre avec d'autres orphelins, tu sais, pour pouvoir manger. C'est quand même autre chose, là. Le combat commence assez intensément. Disons qu'on va pas se conter d'histoire, là, c'est terrorisant. Juste essayer de se mettre à la place de Dunk à ce moment-là. Ils ont fait vraiment une belle job de montage d'ailleurs, là. La vision au travers la fente de son casque, de la façon que tout le combat est monté, de son point de vue à lui, tu sais. Il se bat, mais il sait pas trop qu'est-ce qui se passe autour de lui. Les ennemis arrivent en une seconde, ils arrivent en arrière de lui à une vitesse incroyable. Les coups de masse par la tête, c'est quand même assez impressionnant. La première minute du combat est montée de façon exceptionnelle de mon point de vue, là. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre de la façon qu'ils ont réussi à monter ça. Euh, le son en sourdine au début, on sent le stress de Dunk qui regarde ça aller puis qui se dit bon, ma vie se joue maintenant, dans les prochaines secondes. C'est pas juste Dunk qui est stressé, là. De l'autre côté, on voit Daron qui met son casque, qui se dit bon, ça y est, j'y vais, mais ça a pas de l'air zéro d'y tenter, là. Il est obligé d'être là, puis c'est quand même, ça paraît, ça se voit, ça se sent. Au début, le combat commence pas très bien, disons, pour Dunk. Il reste en arrière. Il suit pas les autres, tu sais. Fait que les six autres partent direct pour aller clasher. Et lui, ben, il reste sur la ligne de départ, tu sais. Ce qui est assez mauvais après tout, là. Il y a 13 chevaliers qui sont sur le terrain à cause de lui. À ce moment-là, là, sont tous là en train de risquer leur vie à cause de qu'est-ce que lui a fait. On pourrait dire que c'est à cause de qu'est-ce que Arion a fait, mais bon, c'est Dunk a décidé qu'il sauvait la veuve et l'orphelin. Donc, s'il aurait laissé Arion juste torturer une civile, tout ça serait pas arrivé. Ben, bref, il est là, tout le monde est là à cause de lui, puis lui, il reste en arrière, il part pas. Finalement, il part. Aigle de l'estrade est capable d'ordonner au cheval de partir parce que Dunk est complètement figé, complètement gelé. Euh, Il part direct, il crash avec Arion. Il est transpercé en partant dans le torse par la lance de Arion. Juste avant de recevoir un coup de fléau, le flail reçoit un coup par la tête. Aussitôt qu'il a réussi à enlever la lance de son ventre, ça va pas très bien pour Dunk là, dans la première minute du combat. Là, on le voit, on le comprend très bien. Euh, le coup de fléau par la tête va carrément le knocker et le renvoyer dans sa jeunesse. C'est assez extraordinaire, non? Un coup de fléau assez fort qui te ramène 15 ans en arrière. C'est la moitié de l'épisode, là, le flashback qu'on va commencer, ce qui est quand même assez intense. C'est un choix audacieux, comme on se disait. C'est certain que ça n'a pas fait l'unanimité. Moi, bon, comme je vous disais, je suis content d'en apprendre plus sur la jeunesse de Dunk. Mais en même temps, je suis un peu sceptique sur la façon qu'ils ont décidé de nous faire ça, mais c'est quand même au final, quand tu regardes le produit fini, je trouve que c'est quand même très bien fait, là. Mais c'est vrai que c'est anti-climax un peu leur affaire, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire que ça scrape le rythme de la bataille, ce qui est pas faux. Mais en même temps, au moins ils l'ont mis à un moment que le rythme de la bataille était quand même stoppé, là. C'est quand même crédible de penser qu'un coup de fléau au travers de la tête à cette vitesse-là, ça peut te knocker une couple de secondes, là. Fait que bon, c'est la couple de secondes que ça a pris pour revivre ce petit épisode de la jeunesse de Dunk. On sait où Dunk a grandi.
Dans quelles conditions à peu près il a grandi? C'est le Hood, c'est la pire place de King's Landing, Flea Bottom, donc un orphelin tout seul, sans rien, dans le quartier des pauvres. Bien terrible, il y a des animaux partout probablement, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas grand-chose qui va pour améliorer la condition de vie du monde. Il y a certainement pas de collecte d'ordures hebdomadaire, là. C'est sans loi ou presque. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la loi, mais si tu as de l'argent, finalement, là, si t'es un peu plus riche. Si t'es pauvre, ben t'es à la merci de tout le monde, même des policiers ou des gardes qui sont là pour faire régner la loi, entre guillemets. La vie a l'air violente, la vie vaut pas cher. C'est le quartier des orphelins, des pauvres, des whorehouses. C'est vraiment pas quelque chose que tu as le goût de vivre, là. Je trouve qu'on fait vraiment une belle job de nous montrer ça en peu de temps. Donc, il grandit là, avec rien. Il dort où il peut, il mange ce qu'il peut, il vole, il quête. Puis là, première scène qu'on voit, il pille sur le champ de bataille à la fin de la bataille. Le flashback commence sur ce qu'on comprend être le Red Grass Field où il y a eu la dernière grande bataille de la première rébellion des Blackfire. Ils ont fait une petite modification dans l'année où Dunk euh, vit ça. Parce que dans le roman, Dunk, il est un petit peu plus jeune que ça. Fait que techniquement, il devait avoir, dans le roman, 3 ou 4 ans au moment où la bataille a eu lieu. Là, pour la série, comme souvent ils font dans les adaptations de A Song of Ice and Fire, là, ils ont vieilli le personnage. George a tendance à mettre des personnages très jeunes qui vivent des situations très intenses, qui sont difficilement euh, adaptables à la télé, là. C'est difficile de montrer des enfants aussi jeunes vivre des violences aussi intenses ou vivre des viols ou fait qu'ils ont vieilli Dunk un peu, là, ce qui est quand même assez honnête, assez respectable. C'est bien fait aussi, là. Dunk, à ce moment-là, est supposé avoir 16 ans dans le livre, dans l'histoire. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'ils l'ont vieilli probablement de 6, 7 ou 8 ans ou quelque chose dans le genre. Tu sais. L'acteur qui joue Dunk a à peu près 30 ans. Moi, je prends pour acquis que pour le vieillir de 16 ans, ils l'ont pas mis à 30 ans, mais comme je vous disais, une couple d'années de plus, là, ce qui fait que dans la série, Dunk aurait plus autour de 23 ou 24 ans, tu sais. Ça fit à ce moment-là avec la date de la dernière bataille de la rébellion. Ça donne une profondeur différente aussi à Dunk, là. Il a vécu la misère de King's Landing, mais pas n'importe quelle misère, là, pas une misère en temps de guerre, tu sais. C'est comme un, c'est comme le pire que tu peux subir, probablement quand tu es le plus pauvre, c'est une période de guerre. Parce que comme c'est décrit un petit peu dans le deuxième roman, Clash of Kings, le deuxième roman de la série de Game of Thrones, Tyrion, il parle un petit peu de la situation pour les habitants de King's Landing. Puis il explique qu'il n'y a plus assez de nourriture qui rentre dans la ville parce que, ben, veut pas, les gros producteurs de grains, les gros producteurs agricoles de Westeros, c'est les Riverland qui sont à feu et à sang, qui sont en train d'être pillés, brûlés par les Lannister. Fait qu'il n'y a plus vraiment de nourriture qui se rend à King's Landing de là. Sinon, le plus gros morceau, le plus gros producteur agricole de Westeros, ben, c'est The Reach. C'est les terres contrôlées par les Tyrell. Puis on se doute que les Tyrell, ils sont moins enclins à vendre la nourriture à King's Landing à ce moment-là. Et les premiers qui payent le prix de ça, ben, c'est évidemment les plus pauvres. Parce que Lannister, Cersei, ses enfants, le monde qui ont de l'argent, ben, ils ont les moyens d'importer de la nourriture de Essos ou de n'importe où. Tu sais. Ils ont les moyens de payer le prix. Leur assiette va coûter plus cher, mais il va y avoir quelque chose dans leur assiette quand même. Tu sais. Ils vont pas vraiment sentir de différence par rapport à ça. Alors que le petit peuple, les plus pauvres, eux, c'est terrible, là. Il y a plus de nourriture qui rentre à peu près. Fait que qu'est-ce qu'il y a? C'est hors de prix. Les gens ont pas les moyens de se nourrir. Fait qu'ils mangent des rats, ils mangent des pigeons, ils mangent ce qu'ils peuvent finalement, ce qui doit être assez épouvantable.
En plus de ça, ce qui est décrit aussi par Tyrion, c'est que les terres, les régions qui sont en guerre, ben, les civils, les gens se sauvent, tu sais, les gens partent, leurs champs ont été brûlés, leurs maisons ont été brûlées potentiellement. Pour se réfugier, ils s'en vont à la ville, ils s'en vont à King's Landing. Donc, il y a beaucoup de monde qui est là, plus que d'habitude, puis il y a encore beaucoup moins de nourriture que d'habitude, tu sais. Fait que, il n'y a pas les services pour accueillir ces gens-là. Il n'y a pas de place pour qu'ils s'installent. Tout est insuffisant, tu sais. Fait que être un gutter rat, comme on dit, là, être au bas de l'échelle, ça doit être vraiment le pire moment pour vivre. Donc, s'il aurait vécu tout ça à 3 4 ans, ça, il est pas assez vieux pour le réaliser, tu sais. Je sais pas comment il a réussi à survivre. D'ailleurs, s'il était déjà orphelin à ce moment-là, ça, c'est pas clair non plus. Mais là, on voit que Dunk, à 10 ans, il est autonome. C'est lui qui gère lui-même ses affaires, tu sais. Là, il a peut-être 10 11 12 ans, quelque chose en genre. Il a l'air quand même un petit peu plus vieux qu'il devait être à ce moment-là, là. Euh, mais c'est lui qui s'occupe de ça, tu sais. C'est lui qui s'occupe lui-même de ses choses, alors qu'un enfant de 3 4 ans, ben, quelqu'un est obligé de le nourrir un peu, là. Première scène, on voit Dunk et son ami Raph en train de salvage, en train de récupérer, de piller les restes sur le champ de bataille. Ils sont en train de ramasser, par exemple, des fers à cheval. Ils sont en train de ramasser des dents. Ils ramassent un petit peu tout ce qu'ils réussissent à trouver. Un petit peu plus loin, on comprend qu'il y a quelqu'un d'autre qui est passé avant eux, là. Ça, c'est pas trop clair non plus, là. Ils ramassent qu'est-ce qu'ils peuvent, tu sais. Dans la discussion, ils disent que les Blackfire, que Damon Blackfire est mort. Euh, on comprend que c'est à cette bataille-là. Ça fait combien de temps, par exemple? Ça, c'est pas clair, tu sais. Si le combattant qu'on voit là, le Frey qui est couché à moitié en dessous du cheval, est encore vivant, ça veut dire que ça fait pas plus que quelques jours que c'est arrivé, là. Dans le livre, le lieu exact où la bataille du Red Grass Field a eu lieu, où est-ce que ça s'est passé, c'est pas expressément décrit. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est pas loin de King's Landing. Là, de la façon qu'il nous le montre, c'est vraiment aux portes de King's Landing, c'est que ça s'est passé. D'ailleurs, dans le livre, c'est dit que Sir Arlen Pennytree a perdu son écuyer dans cette bataille-là. Justement, on comprend que c'est une journée ou deux après qu'on croise Sir Arlen à Flea Bottom dans une ruelle. Et, donc, il ramasse ce qu'il peut sur le champ de bataille. Vu que ça fait pas longtemps que c'est arrivé, on comprend que ça fait assez longtemps pour que quelqu'un soit passé déjà ramasser les armures, ramasser les armes, ramasser les selles des chevaux. Le cheval qu'on voit là, il n'y a rien avec lui, tu sais. Fait qu'un cheval, normalement, sur un champ de bataille, ça a au moins une selle, là, c'est le strict minimum, là. Un cheval se ramasse pas sur un champ de bataille sans rien. Donc là, on comprend que quelqu'un est passé, il a récupéré la selle. On voit aussi que quelqu'un est passé, puis il a récupéré peut-être le casque du soldat qui est blessé, son épée. Parce qu'on voit pas d'épée, on voit pas de casque, on voit pas d'armure. La façon que c'est rapporté dans l'épisode 2, un armure, ça coûte quand même cher, là. Un épée, ça doit valoir quand même cher aussi, tu sais. Donc, puis son ami Raph, il essayait de vendre un tout petit bout de cuir, un tout petit truc, là, gros à peu près comme un livre, tu sais. Il essayait de vendre ça. Fait qu'on peut comprendre qu'une selle de cheval au complet, ça vaudrait quand même pas mal plus. Sur un champ de bataille de cette grosseur-là, faut s'imaginer qu'il y a quelqu'un ou un groupe organisé, envoyé par les vainqueurs, peut-être, qui passent puis qui récupèrent, qui salvent déjà ce qu'ils peuvent le plus gros, tu sais. Parce que une coupe de 100 silver pour un armure, t'en laisses pas 1000 sur le champ de bataille s'il y a eu 1000 morts, là. Les armures, tu les ramasses, j'imagine, t'essayes de les revendre ou de les retaper, c'est dur à dire, c'est pas trop clair. Mais clairement, il y a quelqu'un qui est passé avant eux. Eux, ils sont en train de ramasser fer à cheval, comme on se disait. Ils ramassent finalement les dents du soldat aussi. C'est probablement les derniers à passer, là. Ils ramassent vraiment les scraps qui ont été laissés en arrière. Donc, voit le soldat qui est blessé. Le soldat qui appelle sa mère, d'ailleurs, là. Il dit pas maman, maman, mais il dit maman. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il est au dernier moment de sa vie, puis
il appelle sa mère. C'est un petit peu triste, c'est un petit peu dur à voir, là. Ce qui est un petit peu spécial, c'est que rapidement, Dunk prend l'initiative de l'achever, là. Il y a quand même pas beaucoup d'hésitation, là. Soit c'est un choix d'écriture douteux, ou alors c'est pour nous montrer que Dunk, c'est pas le premier gars qu'il voit en train de mourir, tu sais. C'est peut-être pas la première fois que Dunk est obligé d'achever quelqu'un pour mettre fin à ses souffrances, tu sais. Faire un acte altruiste, là, ce gars-là, de toute évidence, il reste pas longtemps à vivre. Si ça fait plusieurs jours qu'il est là, les jambes cassées en dessous du cheval, il reste, il n'y a aucune chance qu'il s'en remette, là. Raph a de l'air à penser qu'ils vont pouvoir tirer un profit de ce gars-là. Mais comme je vous dis, si les gens sont passés avant, si le gars aurait eu de la valeur, il l'aurait ramassé. Donc, je pense que c'est un petit peu une désillusion, là. Le gars, probablement, il n'y a pas grand-chose à faire avec ce gars-là. Puis finalement, il meurt. Eux, ils ramassent ses dents. Puis la scène d'après, on les voit sur le chemin du retour. Sur le chemin du retour, comme on se disait, on voit où est-ce qu'ils sont allés tourner. C'est le même lieu qu'ils ont tourné déjà une scène dans Game of Thrones. Je me souviens plus dans quel épisode, mais c'est certainement le même endroit. Je pense que c'est au retour de Tyrion, ou c'est quand que Oberyn Martell arrive à King's Landing la première fois, je suis pas certain. Mais bref, ils ont une discussion après s'être cachés en voyant le premier chevalier qu'ils ont vu. Là, on voit qu'ils font pas confiance à personne qui est plus haut qu'eux dans la hiérarchie. Euh, Donc, ils se cachent, ils ressortent. Raph est assez sinistre. Alors que Dunk, lui, est quand même optimiste, ou en tout cas, il essaie d'avoir un peu d'espoir là, que maintenant que la guerre est terminée, les choses vont s'améliorer, tu sais. Pourtant, quelques minutes après, on les voit arriver à King's Landing, puis là, on voit que les choses sont vraiment loin d'être réglées, loin d'être mieux. C'est pas une longue scène, je pense que ça dure 5 secondes, 10 secondes, quelque chose dans le genre. Mais pendant cette scène-là, c'est très riche, là. On voit juste des, juste des images, juste des glimpses. On entend les gens qui crient, les gens qui hurlent. On voit tout est sombre, tout est sale. On entend le monde qui souffre. Il n'y a rien qui est terminé là-dedans, là. Il n'y a rien qui s'est amélioré dans la situation qu'on voit à ce moment-là pour les gens les plus pauvres de la société, tu sais. Euh, Sans doute que Baylor, Maekar, les autres High Lord, même les chevaliers, même les Edge Knights qui viennent de terminer la guerre, eux, qui viennent de terminer la bataille, eux sont en train de célébrer, tu sais. Eux sont en train de fêter la victoire, de profiter de la vie. Pour les gens les plus pauvres, c'est loin d'être ça qu'on voit là. C'est une multitude de personnes qui sont blessées, agonisantes, mourantes, en train de souffrir dans la rue. Il n'y a vraiment rien de gai là. Il n'y a vraiment rien qui s'est amélioré pour ces gens-là, tu sais. Nos deux amis sont maintenant en ville. Ils se promènent dans les petites ruelles avec leur butin, puis ils s'en vont vendre ça, se faire une coupe de peau, là. Mais ils se font arrêter, ils se font intercepter, entre guillemets, par le Gold Cloak de la City Watch. Je me souviens plus de son nom, je pense qu'il est mentionné, mais en gros, c'est pas trop clair. C'est pas trop clair s'ils ont le droit de faire ce qu'ils allaient faire à l'extérieur de la ville, tu sais. S'ils ont le droit d'aller ramasser ce qu'ils faisaient, ça, c'est pas trop évident. Ce qu'on sait, hein, par contre, c'est que, en gros, le gars de la City Watch, lui, il a le droit de leur voler qu'est-ce qu'ils ont, tu sais. Fait que, il interroge Dunk, il dit, qu'est-ce que t'as là dans ton sac? Puis Dunk de répondre, ah, c'est juste des rats, tu sais, mais en levant le sac, il y a un petit bruit de ferraille qui sort, tu sais. Fait que déjà là, le voleur, le garde, le policier, on voit qu'il y a clairement l'intention de les taxer, là, de leur voler qu'est-ce qu'ils ont. Mais nos deux amis sont chanceux. Il y a quelqu'un qui passe par là, qui bouscule le gars de la City Watch, puis ils sont sauvés par la cloche à cause du vieillard qui est tombé sur le policier.
Les 2 amis réussissent à se sauver, puis même, la fille a réussi à voler la gourde de vin ou de bière, du Gold Cloak. Ce qui est clair dans cette intervention-là, c'est que finalement, le policier, il peut faire à peu près ce qu'il veut. Lui, il a le droit de voler les plus pauvres. Il pourrait les arrêter, il pourrait les battre, et il pourrait probablement les tuer même s'il voudrait, les punir en tout cas, certainement. Ces 2 orphelins-là, ils ont pas vraiment de recours, là. Ils peuvent pas faire grand-chose. Ils ont pas personne à qui pour aller se plaindre. Tu sais, il y a pas un supérieur, à ce Gold Cloak-là au qui pourrait aller porter plainte en déontologie, là. Il y a rien de tout ça. Ces 2 jeunes-là sont carrément à la merci de plus fort qu'eux, peu importe c'est qui croise, qui est plus fort qu'eux, tu sais. Banque et Raph, réussissent à vendre ce qu'ils ont ramassé. Ils se font donner 2 silver pour, leur trouvaille de la journée par le forgeron ou en tout cas par le monsieur qu'ils vont rencontrer, là. 2 silver, ça me paraît beaucoup, moi, personnellement. 2 silver, 1 silver, si je me souviens bien, c'est une centaine de pennies ou quelque chose dans le genre. Puis un penny, c'est pas trop clair qu'est-ce que ça vaut, mais on sait que c'est quelques pennies, tu sais, dans le sens que 2 ou 3, quelque chose genre, pour une bière, ou pour quelque chose à manger, ou, c'est quelques pennies aussi pour, une nuit dans une auberge. Donc si je comprends bien, faire une journée comme ça, à 2 silver, à 2 pour une journée, c'est quand même, c'est payant qu'est-ce qu'ils font là, ils n'ont pas dû en ramasser tant que ça des fers à cheval. Il doit en rester d'autres sur ce champ de bataille-là, là. Donc, tu sais, ils pourraient clairement retourner là jour après jour, en ramasser, économiser, mettre de l'argent de côté. Bon, évidemment, il n'y a pas des batailles aussi grandioses que ça régulièrement à côté de King's Landing, là. C'est pas si simple que ça non plus. Mais en ce moment, l'opportunité est là, tu sais. C'est clairement pas à négliger, là. Et le forgeron a de l'air tout à fait conscient de ça, là. C'est d'ailleurs exactement ça son commentaire, là. Il a de l'air à dire on va vivre des scraps de ce champ de bataille-là pendant un bon moment encore. Tu sais. Ça doit pas être ces 2 orphelins-là, ça doit pas être les seuls à faire ça. Puis lui, il doit revendre ça puis se faire de l'argent avec ça. Fait que tout le monde a de l'air win-win dans cette situation-là. Gunk et son ami retournent dans leur espèce de cave, là. Ils ont une espèce de sous-sol, on dirait, le long d'une rue. On comprend que c'est leur repère, c'est leur abri. C'est là qu'ils vivent, dans le fond, pour le moment, là. C'est là qu'ils doivent mettre leurs affaires, puis c'est là qu'ils doivent se sentir le plus en sécurité qu'ils peuvent, là. Raph, l'ami de Dunk, parle de partir, de quitter King's Landing pour de bon, là, pour aller trouver quelque chose de mieux ailleurs, tu sais, aller tenter leur chance ailleurs. Donc, lui, il a pas de l'air à être trop partant ou trop certain, là. De un, il a pas l'air sûr si ça va être tellement mieux ailleurs, tu sais, si ça va être vraiment différent que ça pour eux. Puis on voit qu'il y a encore espoir que sa mère revienne le retrouver, tu sais, que sa mère revienne à Philly Bottom pour chercher son fils, tu sais. C'est bon, elle est plus réaliste quand même, là. Elle a de l'air à comprendre que si sa mère l'a abandonné, ben c'est parce qu'elle viendra pas le rechercher, là. En gros, elle a de l'air assez réaliste à comprendre que on est les deux seuls au monde, là, tu sais. Si on veut faire quelque chose, c'est nous qu'il faut qu'il le fasse. Il y a personne qui va le faire à notre place, tu sais. C'est nous qu'il faut qu'il fasse les efforts, c'est nous qu'il faut qu'il se construise de quoi si on veut avoir quelque chose de mieux. Les 2 ont l'air d'avoir une relation un peu frère-sœur, si on veut, là, ou des amis très proches, là. Hem, on voit qu'ils ont tout ce qu'ils ont, c'est sont un pour l'autre, là. C'est quand même ce qui est peu, ce qui est pas grand-chose, mais ce qui est quand même beaucoup quand tu y penses, là. Être dans cette situation-là, semblable, mais être complètement seul, ça doit être vraiment terrible, là, tu sais. Là, au moins, ils sont 2, tu sais. Au moins, ils sont en équipe. Au moins, ils sont là, les 2, pour s'appuyer, pour s'aider, pour se serrer les coudes. Dans la saison 1, quand on voit Arya qui vit quelque temps à Flea Bottom à la fin du livre, à la fin de la saison, elle raconte justement qu'elle est toute seule, tu sais. Qu'il y a quelques autres enfants qui sont comme en groupe, en petite bande, si on veut, mais en général, sont seuls aussi, tu sais. Un groupe, tu es clairement plus résilient, là. Tu peux t'entraider, tu peux te protéger,
Tu peux travailler ensemble pour faire plus. Tu sais, un orphelin tout seul, tu essaies de voler quelque chose, ben, tu as probablement plus de chances de t'en sortir ou tu peux voler plus de choses, disons, si tu es un plus gros groupe. Tu sais. Les deux, ils parlent de partir vers Essos, vers les Free Cities. Tyrush, Mir, Bravos, ils ont pas de l'air trop à savoir où est-ce qu'ils s'en vont, mais ils ont de l'air à savoir qu'ils vont traverser la mer. Tu sais, pour eux, Westeros, c'est fini. Donc, par exemple, il y a un petit peu raison, là. Ça risque pas nécessairement de régler leur situation dans l'immédiat, là. On voit un petit peu comment ça se passe dans ces villes-là dans Game of Thrones. Les classes sociales sont assez bien marquées aussi, là. Quand t'es pauvre là-bas, ben, ta qualité de vie a pas de l'air nécessairement meilleure qu'à King's Landing, mais en même temps, bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ils ont pas grand-chose devant eux. Euh, Prendre un bateau pour aller vers Essos, déjà, c'est un changement. C'est un pas vers quelque chose de nouveau. Fait que c'est comme ça qu'ils voient ça. Ils s'essayent un petit peu plus tard à s'acheter un billet de bateau, à s'acheter des billets pour traverser. Ils se font dire que c'est pas assez. C'est tout ce qu'on sait. Ils se font pas dire de prix. Ils se font juste dire vous avez pas assez, oublie ça, sortez d'ici. Rafe, moi, je trouve qu'elle overreact un petit peu quand elle se fait dire non, là. Euh, la façon qu'on comprend ça, ça leur a pris une journée de se ramasser ces deux silvers-là, là. Ils ont juste à retourner le lendemain, retourner une couple de jours s'il faut. Il me semble que moi, j'aurais compris que t'es mieux d'en profiter. Tant qu'il y a des scraps à ramasser sur ce champ de bataille-là, c'est ça que tu fais. Tu mets de l'argent de côté, tu la caches, puis quand vient le temps de partir, ben, tu pars avec qu'est-ce que t'as au moins, là. Là, elle est vraiment fâchée. Elle dit des choses pas très gentilles, d'ailleurs, à Dunk en partant, là. Elle essaye un petit peu de le ridiculiser ou de. Pas de ridiculiser, c'est pas le bon mot. Elle essaye un peu de le diminuer en disant que de toute façon, tu t'en fous, t'attends ta mère ici, tu sais. Mais en gros, Dunk, il le prend pas mal. Il comprend que son ami est blessé, est fatigué, est au bout, tu sais. Mais bon, c'est assez ordinaire pour eux, là. Je peux comprendre un peu. En sortant rapidement, ils se font retrouver par le Gold Cloak à qui Raph a volé la gourde de vin. Euh, c'est lui qui finit par voler qu'est-ce que eux ils ont récolté sur le champ de bataille. Ils récoltent toute leur économie, là. Euh, le Gold Cloak, cette fois-là, il est accompagné. Les deux ensemble, ils réussissent à maîtriser les deux jeunes, à prendre question. En fond, finalement, à briser un peu leur espoir, là. Euh, Eux, comme je vous disais tantôt, ils peuvent pas se plaindre de tout ça, là. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est juste endurer. Il n'y a pas grand-chose qu'ils peuvent faire. Ça doit être assez réaliste, là. Je sais que ça paraît terrible comme ça, là, quand on regarde dans la série comment ça se passe, tu sais, on peut s'identifier un petit peu aux jeunes, aux pauvres, puis se dire que, my God, que ça a l'air ordinaire. Mais je suis à peu près certain que Paris ou Londres, au Moyen Âge, si t'étais pauvre, t'étais itinérant, t'étais orphelin, je suis à peu près certain qu'il n'y avait pas grand-chose de mieux pour toi à ce moment-là dans notre monde, là, tu sais. Il y avait zéro filet social, zéro justice pour les pauvres. Les injustices qu'un pauvre pouvait subir aux mains de quelqu'un de plus haut que lui dans la hiérarchie, c'était courant. Dans la saison 1 de House of the Dragon, on se souvient que Aegon, le fils aîné de Alicent, il viole une servante. Et à ce moment-là, il n'y a aucune question qu'elle puisse obtenir justice pour qu'est-ce qui vient d'arriver, là. En gros, elle se fait menacer, puis elle se fait dire garde le silence, garde ça pour toi, sinon ça va vraiment mal aller, tu sais. Fait que ce qu'on comprend, c'est qu'un Gold Cloak il est plus haut que les Gutter Rats dans la hiérarchie. Fait qu'il peut faire à peu près ce qu'il veut. L'ami de Dunk, Raph, est vraiment pas contente parce qu'il vient d'arriver. On a de la misère à accepter la situation, alors que Dunk, on voit qu'il est comme juste, ben oui, c'est de même, ça se passe, tu sais. Elle vole le couteau du Gold Cloak. Ça se passe assez mal. Le Gold Cloak se rend compte qu'elle l'a volé rapidement, là. Il a compris la leçon, là. Il a vu qu'elle était capable de voler. C'était une bonne pickpocket. Elle a déjà fait la même chose la dernière fois. Fait qu'il se retourne de bord aussitôt, attrape Raph, ramasse son couteau, puis direct, il tranche la gorge. C'est c'est assez violent, là. C'est intense, là. Il n'y a pas de deuxième avertissement, il n'y a pas de.
y a pas d'arrestation, il y a pas le Gold Cloak. Il se permet de trancher la gorge comme ça euh, d'un itinérant, tu sais, d'une pauvre. Il ferait pas la même chose avec un fils d'artisan ou un fils de marchand ou quelqu'un de la petite noblesse, tu sais. Il sait qu'il y aurait certaines marches à suivre. Il devrait être obligé de faire une arrestation, de le rapporter. Mais l'orphelin, le voleur qui a pogné comme ça, il n'y a aucun problème pour lui, là. Il peut le tuer de même sans aucun problème. C'est assez terrible, là. Donc, essaye d'attaquer le Gold Cloak, mais il se fait maîtriser, il se fait planter une lance dans la jambe. Ça va vraiment pas très bien pour eux, là. Et c'est à ce moment-là que le héros sort du whorehouse, comme tous les héros font toujours quand vient le temps de faire quelque chose d'héroïque. Ils sortent du bordel en criant In the name of the mother, ce qui est le titre de l'épisode. D'ailleurs, c'est une des phrases aussi que le chevalier dit pour nommer un autre chevalier, là. In the name of the mother, I charge you to defend the young and innocent. Et c'est exactement ce que fait Harlan à ce moment-là. Il défend The Young and the Innocent. Bon, même si les deux jeunes n'étaient pas aussi innocents que ça, là, ben, ils méritaient clairement pas de ce qui leur est arrivé, tu sais. C'est assez similaire avec du recul au geste que Dunk il fait quand il décide sur le coup, impulsivement, d'aller sauver Damsel Total. C'est parce que c'est la chose à faire en tant que chevalier, là. C'est Protect the weak and the innocent. Puis comme le geste de Dunk, Sir Arlen fait ça très impulsivement, là, sur le coup, rapidement, sans trop réfléchir aux conséquences. Parce qu'on va pas se raconter n'importe quoi, là. Arlen décide quand même de tuer deux Gold Cloak, deux gardes de la ville. C'est l'équivalent de tuer deux policiers, là. C'est un geste assez grave. Il met sa vie à risque à ce moment-là, là. Mais bon, il pense pas plus que ça. Il sort dehors. Il s'en va sauver Dunk, qui était en train de se faire planter une lance dans la jambe. C'est un combat court, maximum 30 secondes, une minute. Assez violent aussi, là. Ça finit mal pour les deux policiers, les deux Gold Cloak. Il y en a un qui se fait décapiter, puis l'autre poignardé, rentrer un couteau dans la gorge. La vue de haut de la fin de la scène, où est-ce qu'on voit Raph couché par terre dans la ruelle. C'est sale, c'est sombre, c'est vraiment horrible, là. La vie de ces jeunes-là, c'est vraiment horrible, là. Sa vie a probablement été terrible. Elle est morte dans une ruelle de même, sans personne. Plus ou moins, plus ou moins toute seule, puis probablement plus ou moins aussi, probablement de la même façon qu'elle est née, là. Ce monde-là, ils vivent, ils naissent, ils meurent dans l'indifférence la plus totale, dans la pauvreté, dans la saleté, puis dans la noirceur. C'est assez ordinaire. Donc, il est maintenant tout seul. On voit il est triste, là. Il est désemparé, là. Il sait plus trop quoi faire, à vrai dire. Il est blessé, en plus de ça. Bon, il a beau avoir un abri, il a beau avoir quelque part où se cacher, il n'a pas l'air à savoir qu'est-ce qu'il va faire après, tu sais. Raph aurait probablement été moins désemparé dans la même situation que Dunk. Elle avait clairement de l'air de la fille rusée des deux, là. Elle avait de l'air de la fille la plus streetwise dans le duo, disons. Elle était clairement la meneur de leur petite équipe, tu sais. Donc, lui, il a la chance de voir par la fenêtre son sauveur, Sir Arlan Pennytree, passer puis faire tomber un chariot de pommes. Donc, décide de le suivre de loin. Puis, il trouve Sir Arlan le soir couché près d'un arbre sur le bord d'un feu, avec ce que je comprends être la tombe de son écuyer. C'est pas clair, c'est pas très bien défini, mais on voit le petit monticule de terre avec les roches autour. Sir Arlen a mis son casque par-dessus. Fait que ce que je comprends, c'est que je pense que c'est son écuyer qui est mort, comme je vous disais, dans la bataille il y a quelques jours. Puis Sir Arlen, ben, il va se coucher à côté. C'est sa façon de vivre son deuil, j'imagine, noyé dans l'alcool.
On va dire qu'il a pas de l'air trop certain de ce qu'il fait après. Comme je vous disais, là, ça marque un peu une brisure avec ce qu'on voyait de son ami là, qui hésitait à partir. Donc, il décide qu'il va partir. Tu sais. Il était pas certain de ce qu'il ferait. On dirait qu'il a abandonné l'idée que sa mère reviendrait. Il décide de suivre Sir Arlen. Pendant plusieurs jours, ce qu'on comprend, sur une grosse distance, Sir Arlen chante une chanson en Dothraki, là. Je sais pour en avoir parlé avec quelqu'un qui l'a écouté sans les sous-titres, que c'est pas clair que c'est du Dothraki, mais quand on l'écoute en anglais avec les sous-titres, il est écrit clairement Singing in Dothraki. Donc, bon, que de questions par rapport à ça. Pourquoi d'ailleurs il chante en Dothraki? Est-ce que Sir Arlen a voyagé à Essos? Est-ce qu'il a combattu avec des Dothraki qui étaient venus à Westeros? Dans la série, c'est dit que les Dothraki traversent pas la mer parce que pour eux, c'est un mauvais présage. La mer est pas potable pour les chevaux, donc on va pas là. Mais dans les livres, les Dothraki, ils viennent, là. Tu sais, dans les livres, Tywin Lannister, pendant la guerre, engage des mercenaires. Et dans les mercenaires, il y en a que c'est des Dothraki. Tu sais. Fait que peut-être que Sir Arlen a travaillé avec eux, il s'est tenu avec eux assez longtemps pour apprendre leur langage ou du moins apprendre une chanson. Les paroles de la chanson ont été mises en ligne sur le site de Game of Thrones, d'ailleurs, si ça vous intéresse. En gros, c'est une ballade, là, c'est une chanson d'amour, de tristesse, de soldats qui s'ennuient de chez eux. Il a l'air un peu fou comme ça, là. Il chante fort, il a toujours l'air saoul. Donc, le suit un petit peu de loin. On peut comprendre que son état psychologique et à Dunk et à Sir Arlen est pas à son meilleur. Comme je vous disais, il a perdu son neveu à la bataille du Red Grassfield. Il a vu son neveu, qui était son écuyer depuis des années, se faire défoncer la tête par une masse devant lui. Donc oui, la bataille a été gagnée. Oui, Sir Arlen a survécu. Ben oui, il a probablement été payé, donc il en profite. Il buvait du vin. Bon, on voit qu'il était dans un bar ou probablement dans un whorehouse un peu plus tôt. Donc oui, s'en est sorti. Ça a bien été pour lui. Mais bon, psychologiquement, c'est quand même. Il repart de là, probablement amer, là. Donc, lui, il le suit. Il sait que c'est lui qui a sauvé la vie. Donc, pour lui, c'est peut-être la seule option qu'il voit à ce moment-là, là. C'est le seul choix qu'il s'offre à lui, en tout cas, le seul choix que lui, il voit. Ce qu'on comprend, c'est qu'en le suivant de loin, tout le long qu'on le voit, il n'est pas vraiment l'écuyer de Sir Arlen, là. Ça, c'est pas clair, là. Sir Arlen sait que donc le suit. Ça peut pas en être autrement, de la façon qu'il nous le montre, là. Il est tellement proche. Mais Sir Arlen veut pas qu'il vienne sur le bord du feu avec lui, ou peut-être que donc il a trop peur, il veut pas y aller. C'est pas trop clair de la façon qu'il nous le montre, là. Ce qu'on sait, c'est que c'est pas. Ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, ils sont comme en train de s'apprivoiser un petit peu, si on veut, là. Donc, il est blessé à la jambe, là. C'est quand même tout un exploit de résilience, de suivre pendant plusieurs jours quelqu'un en marchant vers nulle part, sans avoir de nourriture avec toi, sans avoir d'eau, manger, boire, qu'est-ce qu'il trouve, marcher des heures et des heures sur une blessure. On voit que donc il est malade parce qu'il boit de l'eau qui est stagnante. Probablement que sa jambe est infectée, donc il commence à être affecté par ça aussi. Et puis il finit par tomber. Il finit par tomber. On voit que Sir Arlen le remarque. Il décide de retourner vers Dunk. Il fait demi-tour, fait une coupe de pas. Il arrive en avant de lui, puis il lui dit Get up. Bon, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec toute cette scène-là de marche vers nulle part, cette chanson en Dothraki, puis Dunk qui s'effondre au bout de plusieurs jours de marche? Je pense, moi, qu'ils ont voulu nous montrer la ténacité. euh, L'endurance, comme on se disait, comme je disais, la résilience de Dunk sur sa jeunesse. Après, après lui, auprès de Sir Arlen, plusieurs jours qu'il a pris à retrouver la force, l'énergie, la volonté, la résilience, tout ça, ça lui a permis de se bâtir ce qu'il va avoir besoin pour se battre, pour gagner contre Aerion Targaryen dans le trial. Il recommence justement immédiatement après, assez rapidement, assez intensément, merci.
My God, que c'est intense. Aussitôt que Dunk se réveille, juste à temps d'ailleurs, Arian s'en a défoncé la tête avec son fléau. Il se réveille, il est encore frappé par la Morning Star de Makar qui passe par là. D'ailleurs, il mange le coup de masse en pleine tête. C'est le coup de masse de Makar qui tue Baylor d'ailleurs à la fin. Ah. Makar passe en cheval pour donner son coup de masse, donc on s'entend que le coup de masse est encore beaucoup plus solide que celui que Baylor reçoit à la fin. Est-ce que finalement le casque plain but simple que Steely Pete a fait et a vendu à Dunk, simple, sans attributs, sans décoration, juste solide, et à ce point-là, plus solide que Dunk peut se permettre de manger un coup beaucoup plus fort, mais pas en mourir, alors que Mekar tue Baylor finalement en lui défonçant la tête avec sa masse. C'est à y réfléchir, là. C'est peut-être juste le casque qui a sauvé la situation finalement. Comme quoi un casque solide, pas stylisé, est pas mal plus intéressant pour un combattant, là. Bon, à peine qu'il se relève, que Baylor lui sauve la vie une autre fois en faisant tomber Mécor de son cheval avec sa lance. Scène impressionnante aussi, là. Mécor arrive à toute vitesse, puis Baylor se précipite en avant, fait tomber Mécor. C'est quand même assez cool à voir, là. Il y a un autre moment où est-ce qu'il est sauvé par un allié. Si je me trompe pas, c'est Ramsey Raymond Fossoway qui passe en cheval puis qui fait tomber Arian avant que Arian achève Dunk. Euh, Arian fait beaucoup de dommages sur Dunk, là. Il blesse à l'œil, il plante l'épée dans le dos, plante, il lance l'épée dans la jambe, le poignarde dans la jambe deux fois aussi. Ça fait beaucoup, tout ça, accumulé, là. Bon, je comprends que Dunk est résilient, mais quand même, je pense pas que beaucoup de monde aurait survécu à ça, là. En même temps, donc, il tranche l'intérieur de la cuisse de Arian, là. À cette place-là, je me souviens plus du nom de la veine, là, mais c'est comme à un demi-centimètre de la peau. Tu coupes cette veine-là, puis normalement, en quelques secondes, t'es vidé de ton sang, t'es mort, là, tu sais. Donc, bon, un comme l'autre, ils ont rendu ça plus spectaculaire un peu, là. Dans la vraie vie, je pense que ça se serait fini pas mal plus vite que ça, là. Mais bon. Un comme l'autre serait mort de leur blessure. Mais bon, le combat est impressionnant. On voit pas vraiment les autres se battre. T'sais, on voit pas les Kingsguard tant que ça. On voit pas Lionel Baratheon. Euh, on voit des petits glimpses, des tout petits, même pas une seconde des fois, là, juste un petit moment, on les voit se battre en arrière. On voit Raymond Fossoway qui tient la tête à un Kingsguard, ce qui est quand même bon pour un jeune qui avait pas beaucoup d'expérience, là. On voit qu'il se débrouille vraiment bien finalement en situation de stress. Il se débrouille bien au moment où c'est important, là. C'est impressionnant de la part du jeune chevalier de la jeune pomme verte. On voit aussi Mécor essayer de venir aider son fils, là. Il crie My boy, my boy. Ça, c'est complètement ajouté. C'est pas dans le livre. Ça rajoute un peu de profondeur émotionnelle à Mécor, là. Euh, Mécor qui est arrêté par Baylor, par Baratheon. On sait que c'est un ordure, là, son fils, là, mais quand même, Mécor le sait lui aussi, mais quand même, il veut le sauver. C'est son fils, il l'aime quand même, tu sais. Il avait pas le goût d'être là, Mécor, il avait pas le goût de se battre non plus, il avait pas le goût que ça se passe comme ça. Mais quand son fils est en danger, c'est plus fort que lui, tu sais. Puis on voit que il se bat avec l'énergie du désespoir, là. Il est vraiment très, très, très motivé. C'est à ce moment-là que le coup fatal est donné à Baylor, là. Ironiquement, le combat était fini. Arian avait déjà yield. En parallèle à ça, justement, on voit que Dunk tombe à genoux, il est vidé de son énergie, il tombe sans connaissance une autre fois. Euh, Arian se déclare gagnant. Euh, Lord Ashford se prépare à sonner la trompette, mais Egg est capable de crier à Dunk Get up! Même chose que quand Sir Arlan lui a dit. Et Dunk se relève. Une autre fois, on voit qu'Arian, ça ne tentait plus vraiment de se battre, là. Arian, il voit Dunk se relever, puis il est comme, bon, tabarnak, faut que je retourne. Arian, il a plus de skill à l'épée, là. Oui, il est rapide. Oui, il sait se battre. On voit que l'entraînement a vraiment été efficace. Mais se battre dans la boîte de même, après plusieurs minutes, là, c'est plus une question de skill, là, probablement, là.
Vous avez sûrement déjà fait l'expérience, marcher dans la boîte. C'est pas évident, puis on n'a pas d'armure, puis on n'est pas en train de se battre pour notre vie. Fait que imaginez un peu comment nos héros se sentent à ce moment-là, là, ça doit être assez incroyable. La scène est, comme je vous disais, est quand même pas mal allongée, là. C'est aux limites du réalisme, je vous dirais, là. Maintenant, plus d'énergie, là. Il était quand même clairement rendu au bout, les deux, là. Mais bon. Donc, rendu en 1v1, rendu en se battant dans la boîte, il a vraiment le dessus, là. Quand c'est Down in the Mud, Street Fight, donc il est clairement supérieur, là. Il casse la gueule carrément à Arion, là. Il lui tape sa tête avec le bouclier. Il lève son casque pour le puncher d'en face. C'est surprenant qu'il casse pas les dents d'ailleurs, là. À un point de même avec de la côte de maille, puis une armure de plaque par-dessus ça. Et je pense qu'Arion n'aurait pas été beau à voir après, mais bon. Arion yield et donc en bon chevalier. Probablement meilleur que la plupart d'entre nous, là. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il y aurait probablement, dans le feu de l'action de même, la rage du combat, ne pas achever Arion à ce moment-là, c'est quand même un geste héroïque, là. Il y a personne qui entendait Arion se rendre, là. Donc aurait très bien pu juste en finir, puis ça aurait été tout, là. Mais bon, Dunk est un bon Jack. Dunk se lève, traîne Arion, puis il force à se rendre devant tout le monde. Ashford fait sonner la trompette. Les combattants arrêtent. Dunk est emmené à l'écart. Même là, même blessé, meurtri, mutilé, il s'informe quand même sur ses compagnons, tu sais. Avant même de penser à lui se soigner, lui se faire guérir, il demande s'il y a des morts parmi les autres. Fait que, tu sais, on voit que Dunk est un bon chevalier. Il pense aux autres, il veut aider les autres, même en situation très critique pour lui. Il y a les deux Humphrey qui sont morts à la première charge. Euh, C'est quand même surprenant d'ailleurs, là. C'était violent, c'était intense comme combat. Comment il n'y a pas plus de morts que ça, c'est quand même assez fou, là. C'est-tu un plot hole? Ça se peut-tu qu'il y ait juste deux morts après un combat? Ben, trois morts finalement, après un combat comme ça. Ça a duré quoi dans l'épisode? Même pas 10 minutes. Euh, mais 10 minutes intenses de même, là. Survivre à ça pour de vrai. Bravo les boys, là. Bel job. Euh, Bon, probablement que les combattants essayaient pas de s'entretuer tant que ça. Je m'explique. Les Fossoway ne veulent pas être connus comme des Kinslayers. C'est très mal vu à Westeros de tuer quelqu'un de sa famille. Fait qu'ils ont beau être en train de s'affronter, à quel point ils veulent se tuer, je pense pas. Ils veulent se faire mal, oui. Ils veulent gagner, ça c'est sûr. Mais tout le monde dans ce trial-là, il sait que ça va être un combat légendaire, un combat qu'on va se souvenir. Ils veulent pas être déshonorables, tu sais. Baratheon, lui, est-ce qu'il essaye vraiment de tuer les autres? Ça, c'est pas clair, là. De la façon qu'il en parle, son but, c'est de blesser, humilier. Oui, il veut blesser, humilier les Kingsguard, probablement les Targaryens aussi. Mais de là à les tuer, ça, c'est pas si sûr que ça. Tu sais. C'est pas bon pour sa famille non plus de faire ça, là. Les Targaryens, eux, ben, on sait qu'ils essayent pas de s'entretuer eux-mêmes, au moins. Fait que Baelor essaye pas de tuer les trois Targaryens de l'autre côté. Puis les Targaryens de l'autre côté essayent pas de tuer Baelor non plus. Euh, on sait pas vraiment ce que Maekar a dit au Kingsguard, là. Mais c'est clair quand même que Maekar, il avait pas le goût non plus d'être là. Il aurait redonné au Kingsguard de tuer les champions sur l'autre bord, peut-être, mais je pense qu'il serait plus du genre à dire faut les battre. Puis les Kingsguard de comprendre que ça veut pas dire qu'il faut nécessairement qu'ils tuent les autres de l'autre bord, tu sais. Les faire tomber, les knocker, les blesser, oui. Mais est-ce que tu vises à tuer nécessairement? Je suis pas certain. Je vois pas ce qu'un Kingsguard aurait à gagner à vouloir tuer un chevalier de l'autre côté, tu sais. Par contre, il tue finalement. Les Kingsguard tuent quand même deux des Humphrey, là. Fait que bon, faut en prendre puis en laisser aussi, là. Donc, il y a des blessures qui ont besoin d'être soignées rapidement. Steely Pete, très bon forgeron, de toute évidence, n'est pas un bon maester ou un bon médic. Son plan, c'est de faire bouillir de l'huile. Non, c'est pas vrai. Son plan, c'est de se saouler, faire bouillir de l'huile, puis verser ça sur les plaies. Ce à quoi
On a la réponse de Baylor qui arrive pour les rejoindre, là. En gros, il dit non, 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 c'est pas de l'huile qu'il faut, c'est du vin. Faites bouillir du vin. L'huile, ça va le tuer. Bon, même là, du vin bouilli, est-ce que c'est la solution numéro un recommandée par l'Association des médecins? Ça, je suis pas trop certain, là, mais en gros, c'est clairement moins pire que de l'huile. De l'huile, ça l'aurait fait souffrir énormément, ça l'aurait brûlé, puis ça l'aurait probablement achevé. Donc, très content de voir Baylor arriver. Tombe à genoux immédiatement. Euh, le remercie. Lui promet d'être là pour lui, de se battre pour lui, d'être son chevalier, d'être là pour lui. Euh, Ce à quoi Baylor répond: oui, on a toujours besoin de bons chevaliers. Le royaume, trois petits points. Puis là, on comprend. Ben, ceux qui savent déjà comprennent, puis ils se doutent, puis ils voulaient voir comment ça allait se passer, mais je pense que l'indice est quand même clair aussi, rendu là, là. On voit que Baylor, il va pas très bien, là. Déjà, il commence à pas faire de sens. Il parle de sa visière qui est brisée, qui voit pas bien, alors qu'on voit qu'il n'y a pas de visière. Son casque est quand même bien aligné, ses yeux sont là. Il dit que ses doigts sont engourdis. Il demande de l'aide pour enlever son casque. Egg, Stephen, pas Stephen, Egg, Raymond et Steely Pete s'en vont aider Baylor à enlever le casque. Puis, en l'enlevant, ben déjà tout de suite, ils voient l'étendue des dégâts, là. La boîte crânienne est fracassée. Il y a un morceau de crâne qui a resté collé probablement sur le casque, donc le cerveau est à découvert. C'est très gruesome la façon que c'est décrit dans le livre, là. Il parle vraiment du cerveau qui tombe aussitôt qu'il enlève le casque, là. Là, c'est quand même un peu moins pire, quoique c'est quand même assez terrible. Baylor tombe euh, dans les bras de Dunk, qui lui demande de pas mourir. Puis l'épisode se finit comme ça. C'est jamais facile d'adapter un livre en série, là. Les attentes sont quand même assez hautes de la part des fans du livre en général. Pour ma part, jusqu'à maintenant, je pense qu'ils ont vraiment fait un très bon travail, là. Ils ont été très fidèles à l'œuvre originale. Ils ont gardé textuellement plusieurs répliques, encore une fois. Les scènes sont pareilles ou à peu près pareilles au livre, sont très semblables visuellement à la façon que ça a été monté dans la bande dessinée aussi. Que je recommande à tous, là, si vous avez aimé l'histoire, achetez le comic sur Amazon, c'est 15-20$. Ça vaut vraiment la peine. Les dessins sont vraiment écœurants. Euh, Ce qu'ils ont rajouté dans l'épisode, je trouve que c'est très bon. La partie flashback, moi, j'ai beaucoup apprécié, malgré ce que je sais que plusieurs personnes vont penser. Déjà, sur IMDb, l'épisode est très bien raté. Ça va être quelque chose qui va vraiment rester un épisode beaucoup aimé par les fans de l'univers. Pour revenir au flashback, là, oui, c'est vrai, c'est un long flashback, là, c'est 15-20 minutes, là, c'est la moitié d'épisode, tu sais. C'est intéressant, moi, je trouve. Il y a beaucoup d'informations, là. C'est le fun d'avoir le flashback sur la vie de Dunk. Je me demande, par exemple, si c'était la meilleure façon de l'emmener, la meilleure façon de le présenter. Je regrette pas d'avoir eu le matériel, d'avoir eu ce qu'ils nous ont présenté, mais de la façon qu'ils l'ont emmené, par exemple, ça, je suis un peu plus sceptique, tu sais. J'espère que la plupart d'entre vous avez déjà vu The Godfather, le deuxième film. Dans le deuxième film, il y a une grosse partie du film qui est consacrée à l'histoire de Don Corleone, Vito Corleone, quand il est jeune, quand il est plus jeune, puis il arrive à New York. L'histoire est montée en parallèle à l'histoire originale du film de Michael. Fait qu'on a l'histoire de Michael, qui est comme l'histoire présente dans le Godfather. Puis on a l'histoire de Vito Andolini quand il arrive à New York, quand il est un enfant, puis après ça, un peu plus grand, quand il devient criminel, puis qui passe sa petite mafia à Brooklyn. Suivre l'histoire en parallèle de la jeunesse à King's Landing de Dunk, moi, je pense que ça aurait été mieux. Personnellement, je pense que ça aurait été mieux comme ça. Ça aurait moins coupé le momentum, ça aurait moins coupé l'élan de la bataille décisive de la saison. Euh, mais en même temps, il n'aurait pas pu faire un épisode 30 minutes de bataille comme ça, là. Premièrement, il n'y avait pas le budget, comme ils nous ont dit. Ça aurait été beaucoup trop allongé aussi, là. Je veux bien qu'il aurait pu nous montrer des choses qui se passent. Bon, tu sais, tu peux montrer Lionel Baratheon qui se bat contre un Kingsguard pendant 2 minutes, puis en parallèle, tu montres qu'est-ce qui se passe de l'autre côté d'un autre point de vue.
C'est un choix des créateurs qui ont fait. Moi, je respecte le choix. Je pense que c'est un bon choix. Il faut respecter le budget pour être capable de faire quelque chose qui se tient. Sinon, il aurait fallu qu'il coupe ailleurs. Ça aurait été mieux? Je suis pas certain. Comme je vous disais, la bataille dure. Je pense que c'est 2-3 minutes dans le livre, mais ça doit être 5 minutes maximum, là. Puis là, déjà, ils l'ont étiré. Ils ont fait de quoi de bon. Je suis quand même très satisfait. Euh, je suis conscient que ça va être critiqué, par exemple, là, mais je pense que ça va avoir été apprécié par beaucoup de monde quand même. Je demande toujours aux fans d'être indulgents, là, si on aime que les studios nous fassent des bonnes adaptations, des bonnes séries. Faut pas tout le temps juste être en train de souligner le négatif, là. C'est ce que je vois sans arrêt sur les commentaires de posts sur les réseaux sociaux ou dans les forums. C'est toujours 30 minutes, c'est court, 30 minutes, c'est pas assez, je vais encore attendre une semaine pour 30 minutes. Sérieux, c'est ridicule. C'est minable comme accusation. C'est un roman de 100 pages. Comment on peut espérer qu'il nous fasse une série intéressante de 10 épisodes de 1 heure à partir d'un matériel de 100 pages, surtout la façon que c'est écrit dans les romans de Duncan Egg, là? Tout est là, tout est décrit, tu sais. C'est pas comme House of the Dragon que oui, tu peux prendre 2 pages puis l'adopter sur 2 heures. Parce que c'est un livre d'histoire. Fait que la viande autour de l'os. Là, la viande est toute dans le roman, tu sais. Il n'y avait pas de place à extrapoler de même pendant des heures et des heures. Ceux qui chialent comme ça, pour moi, c'est pas des vrais fans, tu sais. C'est un petit peu comme des idiots utiles, là, tu sais. Tout le temps en train de se plaindre. Ils doivent se plaindre sur peu importe qu'est-ce qu'ils entendent de toute façon, là. Bref, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous avez apprécié l'épisode aussi. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser, c'est très apprécié. Pour terminer, j'aimerais ça vous parler d'un commentaire que Dexter a fait. Dexter, c'est l'acteur qui fait Egg dans la série. Euh, là, déjà, là, c'est un spoiler, fait que si vous voulez pas l'entendre, déconnectez-vous tout de suite, là. Dans une entrevue, Dexter, il a fait un commentaire comme quoi, à la fin, quand Egon, ben, son personnage à lui, quand Egan meurt à Summer Hall, quand il est très vieux, c'est-à-dire dans 10 saisons, quelque chose dans le genre, ou une dizaine de novellas, ou 50 ans, 60 ans, je vous ai parlé un petit peu de l'avenir de Egg, là, comme quoi Egg, il va devenir roi, puis donc il va devenir le chef des Kingsguard. Euh, il va se passer plein de choses entre les deux, ça c'est certain, mais on savait pas ce qui se passait à Summer Hall. À vrai dire, on sait pas ce qui se passe dans la vie de Egg et de Dunk. On a des grandes lignes. C'est tout. On n'a pas de détails, on sait vraiment pas ce qui se passe là-dedans. Ce qu'on sait maintenant, ce qui est particulier, ce que Dexter a révélé, c'est que dans l'entrevue, il a dit qu'à Summer Hall, Dunk ne meurt pas. Ça, c'est quand même un gros punch, là. Tout le monde avait toujours pris pour acquis qu'officiellement, Dunk et Egg, les deux meurent dans le feu à Summer Hall. Mais là, Dexter a dit que George R. R. Martin, l'auteur, lui a confirmé que Dunk survivait à Summer Hall. Il survit à l'incendie. Et c'est là que tout le fandom, tous les fans de l'univers ont dit en même temps What the fuck? Tu nous lances ça de même? C'est quand même le fun, parce que ça veut dire que Martin est encore en train de développer sa série, là, ce qui est quand même bon, là. Ce qui est spécial, par exemple, c'est que l'auteur a décidé, on ne sait pas comment, que sa saison série a finissait. Est-ce qu'il a fini le reste avant? Ça, on ne le sait pas. C'est parce que lui qui a décidé de le révéler à un enfant de 10 ans aussi. Là, ça. Bon, c'est un choix discutable, peut-être, si tu veux pas que ça se parle. Ce qu'on sait, c'est que Martin va publier encore une dizaine de novellas. Ben, en tout cas, c'est ce qu'il veut faire de Duncan Egg. Mais ce qu'on est certain, par exemple, c'est que ça n'arrivera pas, là. George R. R. Martin ne va pas publier 10 novellas de plus. Ça, c'est sûr. Ce qu'il peut faire, par exemple, c'est planifier, mapper les 10 prochaines saisons du show avec les créateurs. Ça, c'est crédible. Ça, moi, je crois à ça, personnellement. Franchement, je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle parce que attendre que Martin finisse l'histoire écrite, qu'il s'assise à son ordi puis qu'il finisse de l'écrire, ça n'arrivera pas. Je pense qu'on doit tout oublier ça. Faut réaliser que maintenant, Martin est passé à autre chose. Il aime pas ça écrire. Il aime adapter ses choses. Il aime faire des nouveaux projets. Mais écrire là-dessus du nouveau, il a pas de l'air à vouloir s'asseoir à son ordi puis le faire. Par exemple, travailler avec des scripteurs, faire des plans, ça, il a de l'air à aimer ça. Il a de l'air à aimer voir son matériel être adapté à l'écran. Visuellement, ça a l'air d'être quelque chose qui le turn on. Ça, c'est tant mieux. Parce qu'avoir 10 saisons planifiées de Duncan Egg,
C'est vraiment une très bonne nouvelle comparé à se dire juste on va attendre qu'ils écrivent les novellas et attendre qu'ils écrivent le roman Winds of Winter et l'autre après qui est supposé venir puis qui viendra jamais. On sait que Martin a fait un beau gros univers. On se doute tous qu'il sera jamais capable de le conclure, par exemple. Il a mis ça trop riche, il a mis ça trop gros. Dans les derniers romans, l'histoire avance pas rapidement. Il y a beaucoup de nouvelles intrigues qui se greffent à ça. Puis je pense qu'il sait pas comment le finir. Donc, malheureusement, on n'aura peut-être pas la fin de Winds of Winter. Si on peut avoir la fin de Duncan Egg, par exemple, ça serait vraiment le fun. C'était Sat par Game of Thrones Québec. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à nous le dire. Sinon, s'il y a quelque chose que vous n'êtes pas content, dites-le aussi. On sait qu'à Westeros, les histoires finissent rarement bien, mais si vous vous êtes rendu jusque-là, vous êtes des vrais fans.